Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Éco. Après avoir menacé d'imposer le Mexique et le Canada de droits de douane de 25%, la Chine d'une taxe de 10%, Donald Trump se tourne vers les BRICS et menace de les imposer de droits de douane de 100% face à toute tentative de remplacement du dollar, à toute tentative qui sera donc perçue par le locataire de la Maison-Blanche comme un acte de guerre commerciale. Lors du dernier sommet des BRICS en octobre, le président russe Vladimir Poutine avait accusé les États-Unis de militariser le dollar et a qualifié cette décision de grosse erreur. Selon le FMI, le dollar représente environ 58% des réserves de change mondiales. Pour le moment, le dollar continue de dominer les autres monnaies. Les études montrent que son rôle en tant que principale monnaie de réserve mondiale n'est pas menacé dans un avenir proche. Et on va justement en parler aujourd'hui avec vous, Monsieur Zakaria Firano. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, le dollar, c'est 58% des réserves de change mondiales. Quand on parle des BRICS, cela représente 40%. Est-ce que les BRICS sont devenus aujourd'hui une réelle menace pour le dollar américain, d'où cette annonce de Donald Trump de vouloir les imposer de 100%? Très bien. Donc là, c'est une question centrale par rapport à l'euro, par rapport au dollar, comme monnaie mondiale des échanges internationaux. Et donc là, pour répondre vraiment à votre question par rapport aux BRICS, je pense que le regroupement qui regroupe un peu les grands pays comme le Brésil, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, c'est un regroupement économique qui est très fort, surtout que la Chine fait partie de ce regroupement. Et donc maintenant, est-ce que ce regroupement il menace le dollar? Je crois que de loin, c'est non. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que vous avez cité les réserves de change, il faut citer également les échanges de devises. Le dollar, il s'accapare plus de 80% des échanges au niveau international. Et si on prend également la Chine comme étant un acteur très central en matière dans la construction du BRICS, 70% des échanges au niveau international de la Chine sont en dollars. Et donc automatiquement, voir que l'économie chinoise va bouleverser un peu son commerce international vers une autre monnaie qui n'est pas encore là. Ça veut dire qu'il y a toujours des questionnements sur comment serait la monnaie du BRICS, comment elle sera, sous quelle forme. Toutes ces questions-là, je ne crois pas que ça va se faire d'ici demain pour pouvoir un peu créer une monnaie qui s'appellera, ou une monnaie qui va prendre un peu les échanges commerciaux du BRICS. Si je rajoute à ça les deux déclarations qui étaient un peu, je dirais, percutantes en matière de communication, qui a été faite par la Russie, qui a parlé de façon très directe en disant que parler d'une monnaie unique pour les pays du BRICS, ça sera en octobre, je pense, ça sera vraiment très prématuré dans cette question-là. Il y a aussi la déclaration d'aujourd'hui, de 2 décembre, de l'Afrique du Sud, qui a déclaré que l'Afrique du Sud ne pense pas remplacer sa monnaie d'échange international, qui est le dollar. Et donc là, oui, une déclaration très forte de Donald Trump du fait qu'il va taxer à 100% s'il y a un redressement vers une autre monnaie que le dollar pour les pays du BRICS. Mais je pense, sur le plan économique, la réalisation ne sera jamais pour le court terme, peut-être sur le long terme. Pourquoi? Plusieurs raisons, j'en ai cité quelques-unes. Donc la première raison, c'est la taille du dollar. Donc il faut a priori comparer ça avec l'euro. Nous avons à peu près 20 ans que l'euro est devenu une monnaie internationale, c'est 20 ans. Oui, 40 ans si on prend un peu l'historique de l'Union européenne, mais 20 ans que l'euro il est là comme étant une monnaie internationale. Il n'a pas pu s'accaparer qu'entre 25 et 30% des échanges internationaux. Et donc automatiquement, qu'en est-il pour une nouvelle monnaie qui va sortir, s'il y a lieu, pour le BRICS? Il y a une deuxième contrainte très importante. On est toujours en train de réfléchir. Est-ce que cette monnaie sera une monnaie comme les autres monnaies, c'est-à-dire une monnaie, je dirais, fiduciaire, une monnaie comme on la connaît aujourd'hui? Ce sera une monnaie virtuelle, ça veut dire une monnaie numérique. Et ce débat, il n'est pas encore tranché pour les pays du BRICS. Se pose, voilà, et cette question se pose, il se pose essentiellement pour le FMI. Maintenant, si on parle de monnaie internationale, il ne faut pas oublier que ce n'est pas le dollar, c'est les DTS qui sont détenus par le FMI, ce qu'on appelle les actifs du FMI. Ce sont les monnaies qui sont, je dirais, internationales, qui sont utilisées par tous les pays de la planète. Ces DTS qui sont aujourd'hui, ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, des actifs du FMI, sont cotés par le dollar, l'euro et le yen. Et donc, automatiquement, si on pense aux BRICS comme étant une alternative, il faut que ça soit reconnu aussi par le FMI, par la sphère internationale. Ce qui veut dire, je résume mes propos, ce qui veut dire que c'est un chemin un peu lent, ce n'est pas sur le court terme. Je ne pense même pas que ce sera dans le deuxième mandat ou dans le mandat de Donald Trump.
Et donc automatiquement, la création voilà. d'une monnaie commune aujourd'hui, on en est loin. Aujourd'hui, ce n'est pas une menace en tout cas pour le dollar. Pour le court terme, voilà. Pour le court terme actuellement, il y a eu cette citation du président russe. Donc, s'il ne nous laisse pas travailler, que pouvons-nous faire? Nous sommes obligés de trouver des alternatives. Fin de citation. Donc, comme vous l'avez dit, pas de réelle menace, mais pourquoi aujourd'hui Trump prend la peine de faire quand même cette annonce? Est-ce que c'est un moyen de pression, peut-être un moyen de négociation Très bien. Bon, vous savez que Donald Trump n'est pas encore rentré dans la Maison-Blanche. On attend janvier. Donc là, ce sont des déclarations qui préparent, je dirais, une situation future. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, lorsqu'il menace un peu le Mexique de 25% de ce qu'on appelle 25% des droits de douane, sachant que nous avons, sachant qu'il y a des accords de libre-échange, c'est une déclaration implicite par rapport aux industries qui pensent rentrer au Mexique. Et donc là, nous savons très très bien qu'il y a la Chine qui réfléchit à rentrer avec BYD, avec des constructions. Voilà, et pour revoir les accords et aussi pour pouvoir un peu arrêter ce qu'on appelle un peu des concurrents. Pour des concurrents de l'économie américaine de ne pas s'installer en Mexique. Cela veut dire qu'il est en train de préparer un peu le futur des négociations potentielles en matière d'exportation du Mexique vers les États-Unis et aussi en termes de délocalisation de quelques productions de l'Europe, de la Chine vers, je dirais, les frontières des États-Unis. Donc, c'est une façon pour Donald Trump de lancer un message, de pouvoir dire qu'on est là, qu'on est présent, qu'on va être dans une politique de protectionnisme au niveau international par rapport à toute menace qui va menacer l'économie américaine. Maintenant, les BRICS, lui, il sait très très bien que dans les BRICS, ce qui est le plus important, c'est la Chine. Parce que la Chine, c'est à peu près 13 trillions de dollars de PIB, et donc automatiquement, c'est 70% de la valeur ajoutée qui est créée par les BRICS. Ça veut dire les pays, voilà, et deuxième puissance. Maintenant, si la Chine commence un peu à réfléchir à changer la monnaie de circulation à l'international, qui est le dollar, ça va poser énormément de problèmes, pas uniquement en termes de commerce international, mais aussi en termes de réserve de change. N'oublions pas que je dirais, la majorité, plus de 80% des réserves de change de la Chine sont aux États-Unis, sont en dollars. Et donc, automatiquement, réfléchir à changer la devise des réserves de change de la Chine, c'est automatiquement, vous allez bouleverser la balance des paiements américaine et automatiquement un financement très important qui est, dans l'économie américaine et avec une monnaie qui est le dollar. Et donc, automatiquement, Donald Trump, il est en train de dire que même s'il y a une réflexion sur le plan stratégique futur, il faudra l'arrêter parce qu'on aura des armes par lesquelles on pourra réagir, surtout par rapport à ce qu'on appelle les taxes douanières. Et vous savez que la Chine, elle a, je dirais, en termes de présence dans l'économie américaine, elle a souffert, que ce soit avec l'industrie automobile, que ce soit aussi avec d'autres industries. Et donc, automatiquement, si vous imposez encore plus les 100%, de taxes douanières, donc automatiquement, vous allez pénaliser en quelque sorte le commerce international, surtout avec les Chinois et aussi avec le Brésil. Avec ces annonces par rapport au Mexique, au Canada, à la Chine, est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle guerre commerciale qui s'annonce ? Je pense que dans le règne de Donald Trump, dans son premier mandat, on avait cette guerre. On n'oublie pas qu'il y avait aussi ce qu'on appelait le inflation glass, si on peut dire, ou ce qu'on appelle le protocole inflationniste qui a été imposé par Trump. Et ça a donné un peu une certaine guerre entre les États-Unis et aussi entre l'Union européenne. Et donc, il y avait aussi l'imposition pour des produits chinois. Il ne faut pas oublier que même des entreprises chinoises qui existaient, comme le BYD qui était en production aux États-Unis, il a laissé le terrain américain et maintenant il est en train de s'installer en Europe. Et donc ce type de guerre commerciale, on les avait dans la période Donald Trump. Et donc on ne peut pas nier que lui, il a été dans tous ses droits parce qu'il protégeait un peu l'économie américaine, il protégeait la technologie américaine, il protégeait aussi les exportations américaines, mais en même temps c'était une guerre en particulier commerciale entre l'Europe, les États-Unis et aussi la Chine. Maintenant, cette déclaration du BRICS, est-ce qu'elle pourra aboutir sur le court terme? Moi, j'étais catégorique, je disais non, parce qu'il y a tout un changement qu'il faut bouleverser au niveau international pour arriver à avoir une monnaie qui sera, je dirais, acceptée par tous les territoires. Combien de temps cela prendrait si on devait envisager réellement une monnaie commune? Je ne pense pas que ça va prendre moins que ça a pris l'euro. Nous savons très très bien que l'euro, pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui, à 20%, 25% du commerce international, il a pris plus de 40 ans. Ça veut dire que si on revient un peu à l'écu,
un peu la monnaie qui était acceptée au niveau de ce qu'on appelle la CECA, etc. Donc tous ces partenariats je dirais des prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne ou la zone euro, on a pris 40 ans pour y arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Donc maintenant, si le BRICS veut s'installer, même s'il part dans une logique de monnaie virtuelle ou une monnaie numérique, ça va prendre, je pense, entre 20 à 40 ans pour que ça soit une monnaie acceptable à l'international. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut que les boîtes internationales, ce qu'on appelle les organismes internationaux comme le FMI, la Banque mondiale, la Compagnie internationale du financement, toutes ces institutions doivent adhérer à ce que la monnaie qui soit créée par le BRICS soit acceptée à l'international. Ce qui n'est pas gagné pour le moment. Ce qui n'est pas gagné pour le moment, pour deux raisons, j'ai dit, essentielles. C'est en fait, la première raison, c'est que la Chine, je ne pense pas qu'il va je dirais, changer sa monnaie de transaction à l'international. Ce n'est pas dans son intérêt. Ce n'est pas dans son intérêt, mais il ne faut pas oublier que j'ai dit, il y a deux éléments très importants. C'est que la Chine a des relations très étroites avec les États-Unis, pas uniquement dans le commerce, mais aussi dans le bas de la balance paiement, ça veut dire en termes d'investissement direct étranger. Et donc là, bouleverser ces structures, ça va, je dirais, toucher ses gains et aussi ses partenariats win-win avec les États-Unis. Donc ce n'est pas sur le court terme que ça va se passer. Rappelons que les intérêts... Et il y a un élément très important que je devrais rajouter, c'est que oui, la Russie, elle tient à ce qu'il y ait une monnaie unique, mais c'est une question politique. C'est par rapport à ce qui se passe en termes au niveau de l'Europe, l'Ukraine. Voilà, c'est les sanctions. Et donc là, ce n'est pas toujours que la question politique l'emporte sur les questions économiques. Moi, je crois que c'est l'inverse. C'est un peu les négociations économiques qui peuvent l'emporter sur les questions politiques. Et donc, dans ce sens, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, ils ont été très réticents par rapport à cette question d'avoir rapidement une certaine monnaie unique. Et donc, dans ce sens, je pense que pour répondre directement à votre question, le président brésilien défend cette monnaie unique, lui. Oui, il le défend, mais il le défend dans un contexte de négociation également avec les États-Unis, parce que le Brésil aussi, il peut être touché par les sanctions qui ont été déclarées par... C'est des questions, j'ai dit, politiques. Sur le plan économique, le joueur le plus important dans le BRICS, sur le plan économique, c'est la Chine. Les autres, ils font un peu, je dirais, des négociations politique, ce qui est normal. Mais maintenant, passer à l'étape suivante de création, je pense que c'est très prématuré sur les 3 à 4 ans qui vont venir. Et aussi, pour conclure, cette mesure qui avait été annoncée par Donald Trump, celle de dévaloriser le dollar pour booster les exportations. Ah, très bien. Je pense que ça ne revient pas, je ne pense pas que ça revient à Donald Trump parce que la Fédérale Réserve, elle est très forte. Et donc, le régime de change, je dirais les choix en termes de change, ça revient à la Fédérale Réserve. Nous savons très, très bien que ce n'est pas dans toutes les situations où le gouverneur de la Banque centrale américaine était en adéquation, en accord avec le président des États-Unis. Et donc, automatiquement, moi, je crois que c'est une question de politique monétaire qui revient à la Fédérale Réserve. Maintenant, déprécier le dollar, ça ne dépend pas uniquement des États-Unis, ça dépend aussi de la demande et l'offre à l'extérieur des États-Unis. Pour qu'on comprenne très, très bien, parmi les devises qui sont demandées à l'extérieur d'un territoire, c'est le dollar et c'est le plus demandé. Et donc l'offre et la demande ne dépendent pas uniquement de ce qui est fait à l'intérieur des États-Unis, ça dépend aussi de l'extérieur des États-Unis, ça veut dire je parle des autres pays. Et donc automatiquement, il y a deux raisons. Bon, je peux être en contrario avec M. Donald Trump, c'est que la Fédérale Réserve a un mot à dire et donc le Conseil de la Fédérale Réserve, c'est lui qui va décider par rapport à la politique monétaire en lien avec la politique de change. Et deuxièmement, ce n'est pas un tour gagné parce que la demande et l'offre à l'international ne dépendent pas uniquement de l'économie américaine. Merci à vous pour toutes ces précisions, Monsieur Zakaria Firano. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Très partagé. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Merci pour votre fidélité.